filière fruits et légumes. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez assister au direct, bien sûr, ici même. Ah, ben voilà. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va bien? Je vous ai reconnu derrière vos lunettes noires. Bah, vous êtes passé hier déjà. Oui, vous êtes passé hier. Excusez-nous. Pardon, bonjour les amis. Ça y est, nous sommes en direct. Excusez-nous pour le retard. On a quelques minutes de retard, mais bon, c'est pas grave. Ça vous a permis peut-être de vous faire un petit café ou un petit thé pour assister à cette émission. Nous allons parler de végétaliser notre assiette. Comment ? Pourquoi et quelle finalité? Nous allons échanger sur les optimisations nutritionnelles possibles en filière fruits et légumes. Autour de cet îlot central, je vais me retrouver notamment avec un des fondateurs de Bleu Blanc Cœur, Bernard Schmitt, ici présent. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à l'applaudir puisque je sais que ça vous démange déjà. Marc-André Sellos, grâce à qui aujourd'hui je connais beaucoup plus de choses sur les mycorhizes, les systèmes mycorhiziens, le tanin dans les feuilles, etc. Je ne suis plus jamais seul quand je vais dans mon jardin, grâce à vous. On peut l'applaudir également. Marc-André Sellos. Mélanie Marchand, une spécialiste des fruits rouges, s'il vous plaît. Vous avez également, vous pouvez applaudir à chaque fois, hein, profitez-en, ben oui. Quentin Dejean pour le groupe Ensemble. Marie-Benoît Magrini, qui est économiste de la transition des systèmes agroalimentaires et chercheur à l'INRAE, s'il vous plaît. Et puis nous terminons également avec, alors attendez que je recherche, parce que quand même c'est Emmanuel, c'est bien ça, hein, Emmanuel Limenton pour l'Université de Rennes, que l'on peut applaudir également très fort. Marie-Benoît Magrini, je vais vous inviter à prendre le micro qui est ici, puisque la première question va être pour vous. Pourquoi la végétalisation de notre assiette est-elle un enjeu de santé publique et environnementale majeur aujourd'hui? Oui, alors effectivement, vous savez qu'aujourd'hui, on a des enjeux majeurs auxquels il faut répondre, le changement climatique, la préservation de l'environnement, mais aussi arriver à continuer à vivre plus longtemps en bonne santé. Et en fait, quand on a une approche systémique des systèmes alimentaires, on se rend compte que si on joue sur ce levier d'une meilleure santé par l'alimentation, on va arriver à jouer sur les autres leviers. Parce qu'en fait, tous ces enjeux, ils sont interreliés. Alors, vous allez avoir en fait 4 explications rapides là, que je vais vous donner. Si on veut essayer d'améliorer notre santé, on sait qu'un des leviers majeurs aujourd'hui, c'est de réduire la consommation de produits animaux. Hein. C'est déjà bien exprimé ici dans ce salon de l'agriculture. Parce qu'on sait aujourd'hui que si on a une consommation excessive de protéines animales, ben ça va avoir un effet délétère sur la santé, facteur de surpoids, d'accidents cardiovasculaires, etc. Les nutritionnistes nous expliquent très bien tout ceci. Et en même temps, si on va vers une plus grande végétalisation de l'alimentation, en consommant plus de fruits et légumes, plus de légumineuses, on va couvrir plus de nutriments, et notamment des apports en fibres. Et les nutritionnistes nous expliquent qu'on est déficitaire en fibres pour nourrir aussi notre microbiote. Et donc, quand on va jouer sur ces leviers d'une meilleure alimentation, eh bien, ça va avoir un impact sur les systèmes agricoles. Parce que du coup, on va réduire la pression sur les systèmes d'élevage et donc aller vers des systèmes d'élevage plus qualitatifs, plus vertueux en termes d'environnement, mais aussi en termes de bien-être animal. Et également, en végétalisant notre alimentation, eh bien, on va couvrir plus de nutriments, mais ça va avoir un enjeu sur les systèmes agricoles parce qu'on va diversifier les espèces cultivées. Et si on diversifie les espèces cultivées, eh bien, ça permet aux agriculteurs de tendre vers des pratiques plus agroécologiques parce qu'ils auront moins besoin de pesticides de synthèse, moins besoin de fertilisants de synthèse avec les légumineuses. Et en fait, vous voyez, donc tout se lie ensemble dans une approche systémique. Et donc, si on joue sur cette végétalisation, on va réussir à répondre aux grands enjeux d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, malgré tout, qu'il faille bannir la protéine animale de notre alimentation? Non, non, non. Donc ça, les nutritionnistes nous l'expliquent très bien. On a besoin de protéines et on a besoin surtout de diversifier nos sources alimentaires. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de trouver des nouveaux équilibres. Alors par exemple, à INRAE, on prône le 50-50% de sources animales et de sources végétales pour couvrir nos besoins en protéines. On pourrait aussi aller sur 40-60, mais en tout cas, il faut s'éloigner du ratio aujourd'hui qui est plutôt 65% d'apport de produits animaux et 35% pour aller vers cette plus grande végétalisation qui va nous permettre de répondre à ces enjeux de santé et aussi du changement climatique. Merci beaucoup pour cette introduction. Bernard, on va te laisser la parole. Pour ta part, quels sont les principaux bénéfices pour la santé concernant l'augmentation de la consommation de végétaux, les fruits, les légumes, les légumineuses dans notre alimentation?
Alors, 2 points. D'abord, concernant Bleu Blanc Cœur, c'est vrai qu'au départ, on était très animal, puisque c'est dans le cadre de la chaîne alimentaire où on s'est aperçu qu'en donnant à manger de bons végétaux aux animaux, les produits de ces animaux, la viande, le lait, etc., nous permettaient d'avoir une meilleure santé humaine. Moi, je suis médecin, ce qui m'intéressait, c'était la santé humaine. Et puis, un peu changement de décor. Je suis diabétologue, je suis endocrinologue, nutritionniste, et j'ai beaucoup travaillé dans mon centre de recherche sur le microbiote. Et le microbiote, c'est l'ensemble de ces bactéries de notre intestin, mais on a aussi un microbiote cutané, il y a des bactéries un peu partout. Or, ces bactéries ont besoin d'avoir un substrat alimentaire, si je puis dire, qui permet de se développer, d'avoir un tube digestif qui fonctionne bien. Ma collègue, à l'instant, vient de parler des fibres alimentaires. Et de fil en aiguille, nous avons élargi notre conception vers un équilibre entre l'animal et le végétal. Moi, je préconiserais presque à la limite du 50-50. Et ce 50-50 nous permet non seulement d'alimenter notre microbiote, mais nous permet aussi d'avoir un certain nombre de micro- et de macronutriments absolument indispensables à notre état, dont les vitamines, on les oublie, et un certain nombre de minéraux que la viande ne peut pas nous apporter. Par contre, la viande va nous apporter d'autres compléments alimentaires sous forme de vitamines, comme la vitamine B12, sous forme d'autres produits comme l'hème, c'est-à-dire le fer, qui nous permet de constituer nos globules rouges. Et donc, c'est bien cet équilibre global que je préconise, avec cette part de végétal qui est absolument indispensable pour être en bonne forme et en bonne santé. Merci Bernard, on a bien compris qu'il faille un juste équilibre entre les protéines animales et végétales, pour le coup. Marie-Benoît Mergrini, on va vous demander de reprendre le micro pour parvenir à un enjeu majeur d'augmenter la densité nutritionnelle de nos aliments, y compris dans nos aliments d'origine végétaux. Comment peut-on procéder? Et est-ce un sujet justement pour les filières agricoles aujourd'hui? Oui, alors effectivement, on entend de plus en plus parler de cet enjeu de densité nutritionnelle, puisqu'il faut aller vers des régimes plus sains, plus qualitatifs. Il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on mange et comment on choisit nos portions. Et en fait, ce que les nutritionnistes expliquent, c'est qu'une même portion d'aliments à calories constantes ne va pas apporter les mêmes nutriments. Et donc, il y a des portions qui vont être plus denses nutritionnellement que d'autres. Et donc, par exemple, pour végétaliser, une portion de légumineuses va être plus dense qu'une portion de céréales parce que vous allez avoir une richesse en protéines un peu plus importante. Mais si on pousse plus loin le raisonnement, ce qui va être surtout intéressant, c'est d'avoir une portion avec à la fois des légumineuses et des céréales, parce que là, vous allez avoir la bonne couverture en acides aminés pour avoir des produits un peu substituables à de la protéine animale. Et là, vous avez une portion qui va être plus dense nutritionnellement. Donc là, il y a un enjeu de travailler dessus. Par contre, le consommateur, il faut qu'il arrive à comprendre ça. Et là, on touche après notre doigt, qui est comment on arrive à sensibiliser le consommateur sur ces enjeux. Moi, je suis économiste de formation initiale, et à l'INRA, comme je travaille en interdisciplinarité, on comprend bien tous ces enjeux interreliés et cette approche systémique. Mais pour arriver à le faire comprendre aux consommateurs, là, il y a un vrai travail. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision justement sur Bleu Blanc Cœur et la façon qu'ils ont justement de procéder pour relever cet enjeu potentiellement? Alors, Bleu Blanc Cœur, déjà, par les pratiques qui poussent au niveau de l'élevage, permet d'avoir des aliments de meilleure densité nutritionnelle, parce que l'exemple que j'ai donné sur le végétal, on va le trouver aussi sur les produits animaux. On sait que les profils en acides gras des produits Bleu Blanc Cœur ne va pas être le même, il est plus bénéfique par rapport aux apports oméga 3. Et ensuite, il va falloir donc travailler à l'échelle des filières. Et c'est vrai que, je vous disais, il faut sensibiliser le consommateur et puis après faire travailler ensemble tous les maillons de la filière. Et ça, Bleu Blanc Cœur, typiquement, c'est un acteur qu'on dit, nous, d'intermédiaire,
qui arrive à recréer le système de l'amont agricole jusqu'au consommateur pour faire en sorte que tous les maillons soient bien interreliés avec cet objectif. Donc le signal de marché avec Bleu Blanc Cœur, la communication, les explications qui sont apportées auprès du consommateur, et puis la fédération de toute la chaîne pour qu'aussi les éleveurs, les producteurs comprennent les difficultés qu'il peut y avoir à organiser la filière et comment on peut sensibiliser le consommateur. Il faut aussi que les éleveurs s'y engagent dans ces explications. Donc c'est vrai que là, depuis 20 ans, Bleu Blanc Cœur fait un gros travail de démarche de progrès qui embarque toute la filière. Et ça, c'est vrai que c'est assez rare aujourd'hui dans le secteur agroalimentaire. Merci beaucoup Marie-Benoît. Marc-André Sellos, on va vous laisser la parole maintenant. Quelle est l'importance de la biodiversité dans les filières végétales et comment peut-elle contribuer à une alimentation plus équilibrée et durable ? Alors, la biodiversité, il est temps de comprendre que ce n'est pas un truc de geek, qu'on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est la santé de l'homme. Or, malheureusement, elle passe par la biodiversité, donc il va falloir s'en occuper. Et bien, et vite. Alors, un des aspects de la biodiversité végétale qui était pointé tout à l'heure rapidement et qu'il faut détailler, c'est que si on diversifie les types de végétaux que l'on mange, aujourd'hui, les 2/3 de la ration alimentaire de l'humanité sont produites par 10 espèces de plantes. C'est tout petit. Si on a une plus grande diversité de choses que l'on mange, alors la fréquence avec laquelle on va les ressemer dans les champs sera plus faible. On aura des rotations, comme on dit, plus longues. Or, quand un parasite du maïs, une année où il a proliféré à cause du maïs, attend l'année suivante de maïs, chaque année, il en meurt. Des spores, des formes d'attente. Et plus on attend, moins il y a de chances que la maladie reparte et moins elle repartira vite. Ce qui veut dire qu'on utilisera moins de pesticides. Or ça, c'est quand même quelque chose qui, dans notre alimentation, est problématique. La deuxième chose quant à la biodiversité végétale dans notre alimentation, c'est de bien comprendre cette histoire de fibres. Ces fibres, en fait, on dit souvent ça améliore le transit digestif. Ça améliore le transit. Si vous allez normalement à la selle, vous vous dites oui, moi je m'en fous. Bon. Mais ce n'est pas du tout ça. En fait, ces fibres nourrissent nos microbes, ceux du tube digestif, et ça leur permet d'avoir des effets sur notre organisme. Et ces effets sont des effets multiples. Il y en a sur l'humeur, il y en a sur les états inflammatoires indus, ces états inflammatoires qui se déclenchent alors qu'il n'y a pas de problème, qui donnent des rhumatismes, des choses comme ça. Puis à la fin, éventuellement, sont cancérigènes parce que les molécules que le système immunitaire utilise sont cancérigènes. Donc, en gros, vous avez une régulation du système immunitaire, des effets sur le système nerveux et aussi, petit détail, un effet sur les muscles du tube digestif. C'est pour ça que ça améliore le transit. Mais ça, à la limite, on s'en moque. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, puisqu'il faut que je mange plus de fibres, les Français mangent en moyenne la moitié de la dose de fibres recommandée, lesquelles ? C'est les fameux, vous savez, 5 portions de fruits ou légumes par jour, 90 grammes par portion. Mais quels légumes ? En fait, quels fruits ? Les champignons sont dedans aussi. Alors c'est important pour un mycologue, vous avez droit aussi aux champignons dans ces rations-là. Quelles espèces ? C'est simple, chaque espèce a des fibres différentes et nourrit des microbes différents qui ont des fonctions différentes. Donc, il n'y a pas solution autre que biodiversité dans l'alimentation. Et la recommandation que je tire d'un collègue de l'INRAE, Joël Doré, c'est en gros 25 espèces de fruits ou légumes, céréales et champignons compris, par semaine. Parce que la biodiversité végétale dans l'alimentation nourrit la biodiversité microbienne qui nourrit la diversité des fonctions qui font qu'un homme ou une femme est un homme ou une femme en bonne santé. Il n'y a pas... La biodiversité, c'est ta santé. Si tu ne veux pas t'occuper de la biodiversité, crève. Par contre, si tu ne veux pas crever tout de suite ou vivre dans la Guienne, tu t'occupes de la biodiversité. La biodiversité dans l'alimentation, la biodiversité dans les champs. C'est aussi simple que ça. La biodiversité est un humanisme. Alors on peut parler de biodiversité des sols alors ? Parce que... Si on a des cultures variées sur des sols qu'en plus on gère avec des pratiques où on va limiter les pesticides et on va parler d'autre chose là, limiter le labour et couvrir en permanence le sol même en hiver, on va avoir des sols où il va y avoir une grande diversité microbienne qu'on n'aura pas perturbée par le labour, qu'on va continuer à nourrir par des plantes plantées en hiver, qu'on ne perturbera pas par les pesticides. Et le sol, il est comme notre tube digestif. Les fonctions du sol sont remplies par des microbes et plus il y a de microbes, plus les fonctions sont remplies. En particulier, quand on arrête de labourer, il y a plus de microbes, donc ça fait plus de trous. Donc paradoxalement aujourd'hui, un sol non labouré stocke mieux l'eau.
Bon, le bilan de ça, c'est que là encore, la biodiversité, quand on gère les sols, est une solution à la biodiversité microbienne. Et on n'y peut rien. Hein. Bon, et puis je terminerai sur les pesticides en vous rappelant que des haies, c'est des obstacles à la propagation des pathogènes. Ça, on l'a oublié parce que quand on a arraché les haies, on avait des pesticides. Une haie, c'est moins 84% de flux de pathogènes d'une parcelle à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera pas de pesticides, ça veut dire qu'on a un flux résiduel de 16% quoi, de ce qu'on aurait s'il n'y a pas de haies. Donc, et la haie, c'est de la biodiversité dans les champs. En fait, on retrouve très souvent dans ce qu'on appelle l'agroécologie des pratiques qui utilisent la biodiversité pour le fonctionnement des écosystèmes. Et dans une alimentation saine, on retrouve aussi la biodiversité pour une santé. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, Bernard. Le micro bien près de la bouche, hein, surtout. Il faut tenir le micro bien, comme dirait Pierre. Ah, bravo, Pierre. Plein direct, en plus. Dans une autre vie, il y a très longtemps, j'avais passé un diplôme de médecine tropicale. Et avec ce diplôme, j'étais allé à plusieurs reprises faire des missions en Afrique. Et j'avais été très étonné par les méthodes de production agricole dans la brousse africaine, où on mélangeait toujours les céréales et les légumineuses servant à capturer l'azote dans le sol et permettant aux céréales de pousser. Et ça, c'est une chose que nous avons perdue en France comme habitude. Et c'est très dommage parce que pas d'antibiotiques, pas de pesticides, rien que le mélange et la diversité. Voilà. Et l'autre aspect que je voulais dire, c'est que en ce qui concerne le microbiote, dans ma spécialité, nous traitons des enfants qui ont ce qu'on appelle la maladie cœliaque, c'est-à-dire une intolérance absolue au gluten. Or, la fréquence de la maladie cœliaque, c'est entre 1% des enfants, quelquefois 0, et quelque chose %. Quand on fait une enquête dans la population, 30% des personnes disent être intolérantes au gluten. Alors, ce rapport de 1 à 100 est quelque chose qui m'a toujours paru étonnant. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que une alimentation avec 75-80% de produits animaux par rapport à 20% de produits végétaux détruit une partie de notre flore intestinale et fait que les cellules du tube digestif ne sont plus cohérentes, il n'y a plus le mucus protecteur et donc ça permet à des protéines étrangères de pénétrer dans l'organisme, dont les protéines du blé qui sont le gluten. Et là, les gens se deviennent intolérants au gluten. Une bonne alimentation avec suffisamment de végétaux rétablit la paroi intestinale et la maladie, l'intolérance disparaît. Très bien. Merci Bernard. Marc-André, vous souhaitiez réagir déjà au préalable et Juste un tout petit chiffre, parce que ces mélanges céréales légumineuses qu'on commence à introduire, mais ça reste trop marginal dans l'agriculture européenne. Hein. Quand on vous fait un mélange céréales légumineuses, bon, bah, évidemment, vous produisez moins de céréales, moins de légumineuses, parce qu'il y a de la compétition. Mais il n'y a pas que de la compétition. Les légumineuses amènent de l'azote qui profite aux céréales. Les céréales mobilisent du fer qui servent aussi aux légumineuses. Et donc, sur 1 hectare de mélange, vous récoltez l'équivalent de ce que vous auriez récolté sur 0,8 hectares de céréales pures et 0,6 hectares de légumineuses pures. Faites le total. Si vous séparez les deux cultures, vous faites 1,4 hectares. Et ça, c'est une grosse pierre bien posée dans le jardin de ceux qui vous posent la question parce qu'ils ne veulent pas bouger, ils ne veulent pas changer d'agriculture, ils ne veulent pas changer de filière d'alimentation pour l'homme, qui disent « Ah, mais est-ce qu'on va nourrir l'humanité ?» Alors, la question qu'on se pose ici, c'est est-ce qu'on va la nourrir bien déjà? Donc, la question de nourrir l'humanité, elle est dépassée. Parce qu'aujourd'hui, en agroécologie, on sait produire plus sur la même surface. Parce que quand même, il y a un moment où on nous emmerde avec des histoires. Est-ce qu'on va nourrir l'humanité alors qu'aujourd'hui, on est en train de la rendre malade?
Et donc, c'est important qu'il y ait des filières entières du producteur et de la façon dont il gère le sol qui nous sortent de cette espèce d'ornière où nous sommes et qui nous proposent des choses pour la santé. Hein. C'est important, je reviens là-dessus. Le discours sur l'agroécologie, le discours sur la biodiversité est un discours pour nous sortir de l'ornière de santé publique où nous sommes fourrés. Et il ne faut pas écouter les gens qui vous disent « Ah oui, mais on ne va pas nourrir l'humanité ». Le problème aujourd'hui, c'est la qualité et la distribution de la nourriture à tout le monde. Mais c'est plus la géopolitique qui ne nourrit pas l'humanité que l'agriculture, fût-elle alternative. Merci beaucoup Marc-André. Emmanuel Limenton, vous allez pouvoir nous parler justement des études et des résultats des études que vous avez menées dans votre laboratoire sur des tomates cultivées sous sol vivant versus sur substrat. Exactement. Nous avons mené en partenariat avec la coopérative Océane une étude sur des tomates qui ont été cultivées sous la même serre et avec deux types de sols différents. Un type de sol dit conventionnel, donc celui qui est sur de la laine de roche en hors sol, et un type de sol qui a été appelé sol vivant qui est composé de terre végétale, enrichi en biodiversité, puisqu'enrichi en vers de terre, également en compost et en paillage. Et donc, on a étudié un des marqueurs de la qualité nutritionnelle de ces tomates. On a fait cette étude-là sur plusieurs semaines. On a regardé la propriété antioxydante de ces tomates. Et le résultat de cette étude a montré que les tomates qui avaient été cultivées en sol vivant avaient de 12 à 35% de propriété antioxydante supérieure, donc de manière significative supérieure aux tomates qui avaient été cultivées en hors sol. Et du coup, ça montre bien l'impact que peut avoir le sol sur la qualité des fruits, en l'occurrence là ici des tomates, de manière générale. Donc, cette étude, elle est poursuivie puisque l'étude avait été faite il y a 2 ans sur une variété de tomates. Maintenant, on va aller regarder différentes variétés. On va aller regarder également différents fruits. Voilà, c'est une étude qui va être poursuivie dans le temps. Merci Emmanuel. Et justement, concernant les fruits, eh bien, on va passer le micro à Mélanie, puisque pour ta part, déjà peut-être les résultats vous inspirent. Je dis tu, mais vous, parce qu'on a l'habitude de se tutoyer des fois. C'est pour ça. Donc, les résultats sont intéressants pour toi. Et en ce qui concerne les fruits rouges, notamment, il y a des études qui vont être menées et qui sont en train d'être menées. Oui, complètement. Les résultats sont inspirants. Je pense que c'est pas si simple que ça de conclure, parce que nous, on s'est rendu compte qu'en fonction des variétés, la richesse nutritionnelle, la richesse en vitamines était complètement différente. Et souvent, ce ne sont pas les variétés les plus productives qui sont les plus riches au niveau vitamines. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est très complexe et il faut qu'on travaille de façon collective sur cette recherche. Ce que je voudrais préciser par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que donc, nous, on a été créé il y a 35 ans par des producteurs, des céréaliers, qui, par souci de résilience dans leur exploitation, ont fait le choix de la diversification en plantant des petits fruits. Paris, qui s'est avéré positif, puisqu'on continue aujourd'hui, Fruits Rouges, cette belle aventure. En fait, l'objectif, ça a vraiment été d'amener de la diversification pour les producteurs, mais aussi de la diversification dans l'alimentation. Je considère qu'au niveau de Fruits Rouges, on a réussi à regrouper l'offre pour les consommateurs, pour les clients, et justement à démocratiser cette consommation de petits fruits. On en a suffisamment parlé, donc les fruits rouges sont vraiment très très riches en antioxydants, en polyphénols, et donc très bons pour la santé et dans la diversification alimentaire. Je voulais préciser aussi que la bonne pratique pour les producteurs, c'est quelque chose qui nous anime depuis plus de 20 ans, puisqu'on est cofondateur de la démarche, de l'association de Malater, qu'on a fait évoluer vers un référentiel en 2010 pour nos producteurs. Notre objectif, c'est vraiment d'embarquer les producteurs dans une démarche d'amélioration continue, de dire, écoutez, vous avez un écosystème, observez-le, vraiment maintenez cette voie du pragmatisme et du bon sens dont on a tant besoin aujourd'hui. Ce souci aussi, parce qu'effectivement, vous avez parlé de sol vivant, vous avez parlé de jardins suspendus, comme nous, on a envie de les appeler. Il faut savoir que dans le petit fruit rouge, on a de la production en sol vivant,
On a de la production sur substrat en jardin suspendu. Le jardin suspendu, aujourd'hui, nous permet de produire sans chimie. Donc, il nous permet de produire sans résidus, mais effectivement, ça amène d'autres interrogations. Et c'est pour ça qu'on veut aussi se rapprocher et qu'on échange avec Bleu Blanc Cœur depuis plus d'1 an, parce qu'il faut qu'on expérimente. Voilà. Il y a un vrai enjeu d'expérimentation, d'innovation, de solutions techniques pour nos producteurs, parce qu'aujourd'hui, produire en sol vivant, ça complexifie, mais il faut qu'on trouve les solutions. Et c'est pour ça que nous, notre rôle en tant que, on va dire, responsable de la filière fruits rouges, il faut qu'on amène des solutions pour amener de la résilience et de la durabilité sur les modèles agricoles pour les producteurs. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rapproché aussi de Bleu Blanc Cœur pour pouvoir expérimenter. Et moi, je crois vraiment à l'intelligence collective. Voilà. Merci Mélanie. Marc-André, vous souhaitiez réagir? Profitez-en, si. Oui, mais juste pour dire qu'effectivement, il y a des cas où ces types de production sont un peu plus coûteux ou augmentent les aléas. C'est pas systématique, mais ça arrive. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on a vraiment besoin donc d'avoir toute une filière, c'est-à-dire de stabiliser les débouchés de ceux qui prennent des risques, et puis aussi d'avoir une conscience citoyenne de ça, parce que si on crée des produits vertueux sans qu'il y ait une demande sur le marché, toute la filière qu'on aura créée va s'écrouler. Et ça, c'est un truc, on est plusieurs ici à y croire beaucoup et à se battre là-dessus. La formation des plus jeunes à ce qu'est vraiment leur santé, aux moyens qu'ils ont par leur choix élémentaire, par leur carte bleue et leur carte d'électeur, les moyens qu'ils ont à leur niveau individuel pour améliorer les choses, et ils doivent en être conscients, quoi. Notre génération n'a pas toujours été consciente qu'elle avait le choix de la santé, quitte à ce qu'il y ait un coût en plus. Mais de toute façon, vous savez, si on ne paye pas un peu plus cher chaque jour sa santé, on paye son cancer. Ou on paye son Parkinson. Ben non, mais c'est ça le truc. Et c'est pas moins cher à la fin de la vie. Quand vous arrivez dans la tombe, vous avez payé autant. Sauf que vous avez été malheureux en fin de vie. Quentin, on va vous laisser la parole du coup. On va te laisser la parole puisque concernant toi tu es acteur de la restauration collective pour le coup. Oui. Comment on peut intégrer davantage de sources végétales dans les repas tout en respectant justement les contraintes budgétaires gustatives? En fait, on l'a dit, une alimentation plus végétale, c'est une réponse, et on le sait assez spontanément, à un enjeu environnemental pour une assiette moins carbonée. Un enjeu santé, évidemment, c'est l'item qu'on a le plus étayé. On a besoin de rééquilibrer une alimentation végétale avec une alimentation carnée plus protéinée. Mais au niveau de la restauration collective, il y a une autre dimension qui est évidemment fondamentale, c'est que c'est une réponse sociale aussi. Une alimentation plus végétale, c'est aussi une alimentation plus accessible au plus grand nombre et une alimentation saine qui peut être touchée du doigt par le plus grand nombre. Ce qui n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Il y a une fracture qui est importante. Il y a 2 niveaux d'alimentation aujourd'hui entre une catégorie, disons, plus privilégiée qui va avoir accès au bio, au local, et une autre catégorie qui va, je dirais pas essayer de survivre, mais en tout cas dégrader son alimentation. L'alimentation végétale, elle permet de concilier tous ces éléments-là et faire en sorte de tendre vers une forme d'égalité parce que c'est fondamentalement moins cher. Et ça, c'est un point qui est fondamental pour la restauration collective et pour la mission qui nous est associée. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a 2 enjeux qui sont hyper importants pour nous. Le premier, c'est qu'il faut la rendre désirable. Moi, ce que je dis à mes équipes souvent, c'est rendez-la sexy. Parce qu'il y a une forme presque de défiance parfois vis-à-vis de cette alimentation-là, l'injonction d'une alimentation plus végétale. Il faut sortir il faut que parce que c'est mieux pour la planète, je vous rejoins. Vous le dites de façon un peu plus provocatrice, en disant on s'en fout de la biodiversité, mais on s'en fout pas. Mais dans l'absolu, c'est vrai que les gens, souvent, ce qu'ils ont envie avant tout, c'est d'être eux en bonne santé. Et donc ça, c'est un point important. Il faut qu'on arrive à convaincre, mais il faut qu'on arrive à convaincre aussi que ça peut être bon. Indépendamment du fait d'être en bonne santé, une alimentation végétale, ça peut aussi aller avec de la culinarité, avec du goût. Et ça, c'est notre premier cheval de bataille. Le deuxième, et c'est directement lié, c'est ne pas tomber dans la facilité. La facilité en restauration collective, qui est un secteur d'activité contraint, ça peut être de se dire, on va faire de l'alimentation végétale, en fait, on va proposer des simili carnés. Mais le problème de ça, c'est qu'on va perdre tous les bénéfices associés. Je parlais de bénéfices environnementaux, c'est pas évident sur un simili carné. Bénéfices santé, c'est pas évident non plus sur un aliment ultra transformé. Et bénéfices économiques,
encore là, pas évident parce que c'est pas forcément moins cher que la viande. Donc il faut arriver à convaincre que le végétal c'est bon et aussi arriver à nous challenger pour faire de la vraie cuisine, proposer des vraies recettes pour que les gens aient envie de manger végétal. Et en fait, ce que je dis le plus souvent à nos équipes, mais c'est quelque chose qui est en train de progresser, hein, on le voit parmi les convives, c'est il faut amener les gens à consommer plus végétal, mais sans leur dire que c'est du végétal. En fait, il faut juste les amener à prendre un plat parce ils trouvent que ça a l'air bon, pas parce que c'est végétal. Très bien. Oui, valoriser notamment les légumineuses au sein de votre organisme, hein, c'est bien ça. Vous avez effectué beaucoup de travaux à ce titre. Ouais, c'est un point qui est fondamental parce que il y a la densité protéique évidemment des légumineuses qui permet de créer un vrai substitut aux protéines animales. Il y a un travail de fond qui est fait avec notamment les associations Lego et Fileg dont on est membre. L'idée, c'est aussi d'avoir une culture plus résiliente et de proposer demain une alimentation en lien avec ce qu'on va pouvoir produire en France. Et quand je parlais du devoir de convaincre les convives et d'embarquer tout le monde dans cette alimentation plus végétale, il y a aussi un travail chez nous à faire au niveau de nos chefs. Il y a la formation des chefs, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Il y en a un certain nombre, et ce n'est pas juste générationnel, qui ont une forme de réticence. Ce n'est pas la cuisine française, la cuisine végétale. Il faut qu'on s'approprie aussi cette culture-là et qu'on ne soit pas seulement dans la reproduction de ce qui peut exister à l'étranger. Ça, c'est un premier point qui est important. Et le deuxième point, c'est être suffisamment humble pour se dire qu'on a besoin d'apport et d'accompagnement sur la création de recettes signature. Et là, par exemple, on travaille avec l'atelier V, qui a la grande qualité d'être à proximité directe de notre siège à Vannes, mais qui fait des aliments à base de légumineuses, donc ça va être des falafels, des mezzés, etc., mais non ultra transformés, très qualitatifs, en lien justement avec les filières françaises, et qui vont permettre d'apporter du goût, de la valeur, de la proximité, et finalement une recette qui va plaire à tout le monde. Et ça, c'est fondamental aussi, il faut qu'on puisse ouvrir nos chakras pour aller chercher les idées recettes et les bonnes pratiques qui sont effectuées ailleurs, chez ceux qui travaillent ces éléments-là depuis longtemps. Merci beaucoup. Marie-Benoît Magrini, justement, on va vous poser la question concernant les politiques publiques. Pourraient-elles activer pour soutenir la production et la consommation d'aliments issus de pratiques agroécologiques et ainsi plus denses nutritionnellement ? Alors effectivement, le rôle des politiques publiques est majeur parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'enjeux à travailler. Alors, en termes de politique publique, il y a plusieurs enjeux, plusieurs leviers possibles, mais il y en a un sur lequel là je voudrais y revenir parce que tout ce dont on a parlé ici, on est tous convaincus. Mais si on ne réussit pas à convaincre le consommateur en bout de chaîne, on risque encore d'avoir du mal à prôner toutes ces innovations et ces changements dans les filières. Et alors en fait, dans les politiques publiques, jusqu'à présent, il y a eu un gros postulat qui était que si on informe mieux le consommateur, il est censé faire de meilleurs choix. Or, ce que l'on observe, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'informations, jamais eu autant de recommandations, notamment avec le PNNS. Et finalement, une grande majorité de la population fait des choix alimentaires qui restent bien en deçà de la réponse la réponse qu'il faut faire face à tous ces enjeux de santé et d'environnement. Donc là, il faut aller mobiliser les récents travaux des neurosciences. Et donc, ce que nous disent les neurosciences là actuellement, là, il y a vraiment eu un gros progrès dans les travaux, c'est qu'en fait, un individu, il change beaucoup plus s'il est en situation collective que s'il est en situation individuelle. Donc quand l'individu reçoit un dépliant informatif, là il est en situation individuelle, il regarde l'information, ça va lui parler ou ça ne va pas lui parler, ça va être mis de côté. Par contre, s'il est en situation collective, en discussion avec des gens en qui il a confiance aussi, et donc c'est bien souvent des amis, des communautés proches, là on voit que les changements s'opèrent. Alors un exemple récent qui est vraiment parlant, c'est tous les supermarchés alternatifs. Parce qu'on parle des supermarchés coopérateurs, etc. Dans ces supermarchés, ce qu'ils cherchent à faire, c'est appeler le consommateur. Donc ils maintiennent une offre conventionnelle. Et à côté de ça, il y a des offres de produits alternatifs. Ils analysent les tickets de caisse et ce qu'ils observent, c'est qu'en l'espace de 5-6 ans, les gens qui fréquentent ces supermarchés-là, petit à petit, délaissent les produits moins vertueux et s'orientent progressivement. Alors, ils cherchent à comprendre. Donc, il y a des sociologues qui ont fait des enquêtes. Et ce qu'ils s'aperçoivent, c'est que du coup, il y a le regard de l'autre, en fait, dans ce supermarché. Il y a un espace de rencontre. Ils rencontrent des collègues du travail, des amis, des voisins.
et ils voient que les voisins achètent différemment. Ils se disent, moi, je vais pas quand même là à la caisse, quand je vais croiser mon voisin, je peux pas lui dire que je continue à acheter ça alors que je suis dans le supermarché alternatif coopérateur. Et donc on voit là, l'action collective, elle joue. Et je voudrais aussi vous faire penser à des exemples par le passé. Vous savez, les communautés Tupperware, là, quand Tupperware a voulu envahir le marché français dans les années 60, inconnus au bataillon. Leur stratégie, ça a été de créer, vous savez, ces fameuses réunions, et je pense qu'il y en a plein qui ont connu dans leur famille, les parents, grands-parents. Eh bien, et ça a marché. Pourquoi ? Parce qu'on venait en petits groupes discuter de choix. Et là, sur l'alimentation, les espaces de la restauration collective sont des espaces privilégiés pour amener les convives à discuter de ces choix alimentaires. Mais là, il faudrait aussi une implication des chefs. Moi, je suis désolée, hein, mais en restauration collective, on ne voit pas toujours les chefs cuisiner. Et on ne voit pas non plus les chefs venir aux tables expliquer pourquoi il a proposé ce produit, pourquoi ça l'interpellait. Est-ce que vous connaissez, vous ne connaissez pas ? Il faut créer la discussion, il faut créer cette interaction collective autour des choix alimentaires si vous voulez aujourd'hui agir sur le changement de comportement. Très bien, très intéressant. Bernard, tu veux rajouter quelque chose ? Et je crois que Pierre va vouloir rajouter quelque chose également. Oui, alors, j'ai fait ma carrière à l'hôpital comme chef de service en endocrino, diabétologie, nutrition. Et au niveau de l'organisation hospitalière, nous avions des diététiciennes. Alors les diététiciennes, elles allaient dans les chambres des patients. Monsieur ou madame, qu'est-ce que vous mangez ? Non, vous devriez changer. Donc un rapport strictement individuel. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors dans mon service, nous avons organisé des cours de cuisine. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer les diététiciennes dans les chambres, on a monté une cuisine, on a invité tous les patients à venir en cuisine pour faire de la cuisine et manger ensemble. Et puis les diététiciennes ont emmené ces gens dans les supermarchés, alors qu'ils sont hospitalisés. Donc je signais des bons de libération provisoire. Et elles allaient faire leurs courses pour pouvoir faire la cuisine, pour pouvoir manger ensemble. Et ça marchait. Alors, je ne vous dis pas les difficultés énormes avec l'administration hospitalière, mais finalement, ça a été le point culminant de la prise en charge de ces patients. Merci. Pierre, tu voulais dire quelque chose ? Tu prends le micro maintenant ? Tiens, viens ici, prends ma place, je t'en prie. Viens là. Très vite. Non, je rebondissais par... je voulais dire deux choses. D'abord avec Emmanuel, qu'à l'Université de Rennes, on a des thèses qui démarrent sur ce lien entre santé des sols et qualité nutritionnelle. Ce qu'on a fait sur les tomates, on le refait sur du blé, des pommes, etc. Mais c'est des thèses transdisciplinaires. C'est-à-dire qu'Emmanuel, tu diriges une thèse sur la partie chimie, mais notre thésarde, elle a aussi un directeur de thèse qui fait de l'économie expérimentale, parce que dire que les tomates, elles ont 30% de capacité antioxydante, je ne suis pas sûr que les gens vont se ruer dessus. Et l'économie expérimentale, on mesure, c'est une méthode très lourde, hein, on mesure de la disposition à payer vis-à-vis du discours, du fait de goûter, de plein de choses qui vont avec. Et donc, il faut avancer sur les deux ensemble. Et on a de la chance à Rennes, parce que c'est difficile la transdisciplinarité dans le monde académique, mais on est très soutenus. Et la deuxième chose que je voulais dire en vous écoutant tous, il n'est pas sociologue, c'est un anthropologue de l'innovation qui s'appelle Dominique Desjeux, que j'aime beaucoup, et qui dit, les gens de marketing te disent Madame Michu, c'est comme ça qu'ils disent, Madame Michu, elle a 3 secondes pour se décider quel jambon elle va acheter. Et Dominique Desjeux, il dit quelque chose qui fait écho dans ce qui a été dit là. Il dit, c'est pas vrai, Madame Michu, quand elle va faire ses courses, elle sait où elle va faire ses courses, elle sait si elle va aller chez Biocoop, chez Super U ou chez Lidl, et elle sait si elle va acheter du bleu blanc cœur, du bio ou du premier prix. Et ça rejoint l'idée des réunions Tupperware ou des communautés. Et c'est ce qu'on essaye de faire à Bleu Blanc Cœur, avoir une communauté, comme on n'a pas d'argent pour faire des pubs à la télé, mais on a 30 000 ou 35 000 maintenant, je ne sais plus, membres des communautés qui en parlent autour d'eux, pour que quand Madame Michu ira acheter ses tomates ou ses œufs, elle sache l'intérêt pour elle. Et ça passera par ça. Merci Pierre. Marc-André. Alors, il se trouve qu'on connaît la même personne, parce que je connais aussi Madame Michu. Et moi, je connais son âge, elle a 42 ans. Et quand elle choisit un produit au supermarché, en fait, il lui faut, pour choisir ce produit,
Non pas 3 secondes, non pas 3 minutes, mais 42 ans. Pourquoi? Parce que Madame Michu, elle a été formée. Et j'en viens au point important, c'est la formation des plus jeunes. Et ça, c'est un truc important, c'est que si on veut une génération qui gère mieux sa santé, il faut la préparer. C'est pas juste des incantations qui vont la faire venir. Moi, je préside la fédération Biogé, qui regroupe l'Académie de médecine, l'Académie d'agriculture, l'Académie des sciences, des sociétés scientifiques, des associations de citoyens, BIOGEE. Et à Biogé, on se bat pour qu'il y ait plus d'enseignement des sciences du vivant et de l'environnement. Pour mémoire, 0 heure par semaine dans le primaire, 1 heure par semaine dans le secondaire, optionnel en première et en terminale. Ça va pas, c'est un fondamental. Et il faut absolument que ces pages vierges que sont les esprits de nos enfants ne soient pas simplement souillés par de la publicité, souillés par des on-dit, des idées reçues, mais qu'elles soient vraiment construites à réfléchir. Et effectivement, le choix du saucisson qu'on va acheter commence en CP. Et ça, Biogé, BIOGE, consacre son festival annuel à Rouen, parce qu'on essaie d'influencer le ministère de l'Éducation nationale, mais on a beaucoup de mal. Par contre, des festivals, on peut en faire. Rouen, l'automne prochain, c'est quelle alimentation pour la santé de demain? Alors avec Bleu Blanc Cœur, je pense, dans les rayons et sur scène. Mais c'est un truc important. La jeunesse, c'est l'espoir de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Ce qui est très important, justement, Marc-André Sellos, c'est qu'ici même, sur le Salon de l'Agriculture, dimanche dernier, ont été ouverts les communautés des enfants chez Bleu Blanc Cœur pour les initier justement au bien manger. Donc, je pense qu'il y a tout à faire, effectivement, et également avec vous, pourquoi pas intervenir un jour pour les enfants. On ne sait jamais. Voilà. Pour votre part, Emmanuel, on va vous poser une autre question concernant notamment les analyses et la mesure des densités nutritionnelles pour demain. Comment ça peut devenir plus facile pour tous les producteurs et toutes les filières? Alors c'est un des enjeux de notre étude actuelle, de mettre en place quelque chose qui puisse être accessible directement aux producteurs. D'où l'importance de savoir quel marqueur on va aller chercher de cette densité nutritionnelle dont tout le monde parle. Qu'est-ce qui va être intéressant? Est-ce qu'on va chercher, comme vous disiez tout à l'heure, juste la vitamine C? Est-ce qu'on va chercher un cocktail de molécules? Qu'est-ce qu'on va chercher? Donc ça, c'est cet enjeu et on travaille à l'heure actuelle sur ça au laboratoire. L'autre enjeu pour nous, ça va être de rendre accessible ce qu'on a, nous, au laboratoire, c'est-à-dire simplifier la préparation d'échantillons, simplifier les équipements, et pouvoir mettre à disposition, on pourrait dire, le kit d'analyse qui pourrait déterminer derrière et avoir un résultat qui garantirait cette densité nutritionnelle. Merci beaucoup. Marc-André Sellos, vous parlez notamment d'interconnexion grâce aux symbioses. Comment les symbioses pourraient-elles nous aider à relever les défis peut-être du changement climatique demain? Alors, disons que clairement, une des avancées dans les 50 dernières années, notamment avec les microbiotes pour l'homme, mais pour les plantes, c'est pareil. On voit très bien, moi, mes équipes travaillent sur des champignons du sol qui aident les plantes à se nourrir, c'est-à-dire qu'ils vont faire les courses en termes d'eau et de sels minéraux pour la plante en échange d'un peu de sucre. C'est les champignons qui forment des mycorhizes. Mais il n'y a pas que ça dans la plante comme microbiote, il y a toute une couche microbienne. Et en ayant compris qu'une partie du bon fonctionnement, du fonctionnement en bonne santé des organismes est construit par des relations à d'autres organismes, notamment des microbes à l'intérieur, mais pas que, hein. La pollinisation, par exemple, c'est quand même une histoire d'interaction au bénéfice mutuel entre les insectes et les plantes. Hein. En ayant compris qu'il n'existe pas d'autonomie fonctionnelle et qu'être vivant, c'est être dépendant, là, on ouvre une boîte de Pandore de tas de problèmes éventuellement, parce que ça devient plus compliqué, mais de tas de solutions. Et c'est une des raisons pour lesquelles, tout à l'heure, je parlais de non-labour, c'est une des raisons de ne pas labourer. En fait, parmi tous les champignons du sol, ceux qui ont le plus d'effet sur la plante, ce sont ceux qui font ces mycorhizes, même s'il peut y avoir des maladies, bon, il n'y a pas que des bonnes choses dans la biodiversité. Mais ces champignons-là, ils ont deux effets. Le premier, c'est qu'ils empêchent l'érosion des sols parce qu'ils font un dense réseau de filaments qui tient les sols. Et la deuxième, c'est qu'ils nourrissent la plante en la protégeant, parce qu'en fait, ils protègent leur garde-manger. Donc, ils ont un effet phytosanitaire. Donc, ça veut dire que demain... Alors, il y a deux difficultés sur lesquelles je vais revenir, mais demain, effectivement, s'appuyer sur les interactions entre les êtres vivants, c'est des nouveaux outils. Maintenant, il faut comprendre que ces outils-là ne sont pas forcément simples à mobiliser. Et ça, c'est un truc qu'il va falloir prendre en compte, c'est que
quand vous avez de la lutte biologique, quand vous avez des haies, quand vous avez des champignons mycorhiziens, vous avez une amélioration de la protection, voire une amélioration de la production. Mais ça suffit pas, ça fait pas 100%, c'est pas comme de mettre un engrais minéral ou de mettre un pesticide, où là c'est 100%. Sauf que vous avez les effets secondaires quand vous avez mis un engrais ou un pesticide. C'est-à-dire que ça tue autre chose, ces engrais passent dans les nappes phréatiques et les pesticides aussi, et vous avez des problèmes de qualité de l'eau. Donc, ces solutions qui marchent à 100% et qu'on a utilisées classiquement, elles ont des effets secondaires. Les solutions biologiques ont moins d'effets secondaires. Par contre, elles ne sont pas actives à 100% et il faut donc les empiler. C'est bien d'avoir des haies, mais ça ne suffira pas. Il faut avoir des cultures résistantes, des longues rotations. Et puis peut-être, certaines années, il faudra mettre des pesticides quand même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se préparer à ce que ces outils-là soient des outils un peu plus complexes au sens où il faut les empiler et sans refuser certaines fois, mais en complément seulement, les outils classiques, technologiques et chimiques. Merci Comme beaucoup. en médecine d'ailleurs. Oui. Absolument. Pour conclure, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, Bernard, mais sinon, de toute façon, en une phrase, vous allez pouvoir vous exprimer sur la conclusion. Comment voyez-vous l'évolution des régimes alimentaires en France dans les 10 prochaines années? Et quel rôle pourraient jouer des initiatives comme le Blanc-Cœur, notamment pour accélérer cette transition? Je rebondis sur ce qui vient d'être dit, Vas-y. sur l'empilement des solutions, parce que l'empilement des solutions qui est valable pour le sol, elle est valable pour l'homme, pour l'individu. Et que cet empilement de solutions, je ne renie pas mon métier de médecin, de prescripteur, de molécules chimiques qui effectivement ont permis des progrès extraordinaires, mais dont on mesure aussi les limites. Et par rapport à ces limites, il y a d'autres solutions qu'effectivement on pourrait cataloguer d'empilement de solutions, dont la nutrition. Et cette nutrition, elle doit être ultra diversifiée. Nous sommes des omnivores, et j'insiste sur ce point essentiel. Nous ne sommes pas des végétariens, nous ne sommes pas des véganes, nous ne sommes pas des mangeurs de viande stricts, nous sommes des omnivores. Et dans cet aspect omnivore, eh bien, il faut empiler aussi les nutriments parce que c'est ça qui fait la richesse de notre organisme. Merci beaucoup. Mélanie. Oui, je me permets juste de rebondir par rapport à ce que Emmanuel et Bernard viennent de dire sur l'empilement de solutions, par rapport aussi à la méthodologie. Donc nous, on inaugure là un campus Fruits Rouges, justement pour expérimenter différentes solutions pour les producteurs, et en l'occurrence également l'agrivoltaïsme, en partenariat avec Insolite et Photosol. Donc ce campus va nous permettre d'accéder à différents échantillons de même variété, produits selon des modèles agricoles différents, pour pouvoir justement qualifier. Et nous, notre rêve demain, ce serait de pouvoir communiquer sur nos petits fruits rouges, sur leurs bienfaits pour la santé, puisqu'aujourd'hui la réglementation nous l'interdit. Donc on est un petit peu frustré par rapport à ça, mais en tout cas c'est un objectif au sein de Fruits Rouges de pouvoir dire aux consommateurs demain, écoutez, oui, dans une myrtille, il y a plein de bonnes choses. Dans une framboise, il y a plein de bonnes choses. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire sur le fruit frais. Très bien, intéressant. Quelqu'un veut-il rebondir par rapport à ça? Oui, Marie-Benoît, je vous en prie. En fait, on voit que toutes ces alternatives qui se développent aujourd'hui, elles sont très importantes parce qu'elles préparent vraiment l'agriculture de demain qui arrivera à répondre à nos enjeux. Mais on voit dans les données chiffrées qu'elles restent quand même relativement minoritaires aujourd'hui dans l'ensemble du secteur agroalimentaire. Pourquoi? Parce qu'elles sont confrontées en permanence à l'héritage du passé, des infrastructures qui ne sont pas adaptées, des réglementations qui ne sont pas adaptées, des programmes de formation qui ne sont pas adaptés. Et donc, il y a un énorme enjeu aussi pour les pouvoirs publics de bien prendre conscience des difficultés qu'ont toutes ces alternatives aujourd'hui à réussir à se développer dans les conditions actuelles du marché. Et c'est l'État qui est quand même d'abord le garant d'une concurrence juste et responsable. Et donc, il va y avoir besoin d'investissements pour soutenir cette nouvelle modernisation agricole qui répondra aux enjeux de demain.
Complètement. Et donc vous répondez du coup à cette dernière question où je vous demandais l'évolution dans les 10 prochaines années, mais il va falloir déjà travailler à ce L'évolution titre. dans ces 10 prochaines années, c'est d'arriver à faire croître toutes ces alternatives. Alors le fait qu'elles se regroupent aussi, ça aide, parce qu'elles vont avoir des effets d'échelle, des synergies. Bien sûr. Mais si l'État derrière ne soutient pas, nous en tant qu'économistes, on est très pessimiste sur la capacité à renverser le système en place. Donc le changement va coûter cher. Mais le non-changement coûtera encore plus cher. Et voilà. Emmanuel, un petit mot, un dernier mot, de façon à ce qu'on fasse un dernier tour de table. Je vais répondre à la dernière partie de la question. Bien sûr. Je pense que Bleu Blanc Cœur peut justement jouer un rôle clé dans tout ça. Par exemple, pour continuer les actions comme elles sont menées à l'heure actuelle, de promouvoir le système agricole durable, également de faire la pédagogie, comme a été fait visiblement sur le début du salon, envers les enfants. Je pense que voilà, savoir qu'il faut manger équilibré, savoir qu'il faut manger mieux, je pense que c'est important de continuer à faire cette pédagogie-là. Merci Emmanuel. Quentin, un dernier mot? Oui, là aussi, je vais rebondir sur ce qui a été dit. Je pense qu'en réalité, l'évolution de l'alimentation, il y a une dimension éducative, mais à un moment donné, c'est le portefeuille qui va parler aussi. Quand le cacao va être multiplié par 6, il y aura plus grand monde qui mangera du chocolat. Et en fait, ce changement, il va aussi être contraint. Je rebondis sur ce que tu disais à l'instant. En fait, le fait d'adapter nos capacités de production et notre agriculture à notre réalité de demain, c'est une nécessité. Il faut qu'on le fasse aujourd'hui, mais de toute façon, ça va être contraint. Il y a un moment où peut-être qu'on ne pourra plus cultiver de maïs. La réintroduction des légumineuses, aujourd'hui, ce sont des initiatives, mais demain, ce sera une véritable nécessité. Donc, dans 10 ans, il y aura des changements déjà qui seront opérés. Il y aura des produits qui seront moins accessibles. Et en fait, les produits accessibles de demain, c'est sûrement en grande partie des produits locaux. Bleu Blanc Cœur a un vrai rôle là-dedans, puisqu'il y a la dimension santé, évidemment. Mais il y a aussi, et je reviens sur cette dimension sociale, l'enjeu de relocalisation et l'enjeu d'une alimentation disponible pour le plus grand nombre. Et ça, je pense que ça va un peu s'imposer à nous, malgré tout, d'ici 10 ans. Merci beaucoup. Mélanie, bientôt des fruits rouges Bleu Blanc Cœur, peut-être? Oui, en tout cas, on y travaille effectivement. Je suis complètement d'accord avec vous sur la relocalisation. Nous, c'est vraiment le premier maillon avec le campus, c'est d'expérimenter, d'amener de la résilience, de proposer des solutions aux producteurs. Et effectivement, il y a un enjeu de souveraineté alimentaire fort, puisque on a un objectif, par exemple, la framboise. Aujourd'hui, si on parle de la framboise, 87% des framboises consommées sur le marché français, elles sont importées. Donc nous, on a un souhait vraiment, c'est de multiplier par 3 la part de la production française sur les prochaines années. Enfin, voilà, il y a des enjeux très très forts, mais pour ça, il faut expérimenter, il faut accompagner. Je suis complètement d'accord sur l'aspect portefeuille, puisque produire en France, notamment une framboise, coûte un petit peu plus cher. Mais moi, je crois à la sensibilisation, je crois à la communication auprès des jeunes générations, mais finalement auprès de tout le monde. Et je crois surtout aussi à l'anti-gaspillage. Je pense qu'on a aussi fort à faire là-dessus. Donc, d'éduquer, de préserver la notion de culinarité, de plaisir, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et voilà, de préserver toutes les ressources, de ne pas gaspiller. Merci beaucoup. Marc-André, micro bien près de la bouche, hein, pour éviter le bruit. C'est Platon qui voyait l'homme comme le conducteur d'un attelage avec un cheval blanc et un cheval noir. Le cheval noir, c'est celui qui vous tire vers le bas, qui ne fait qu'exalter vos mauvaises pulsions. Et le cheval blanc, c'est celui qui vous tire vers le haut. Je pense que notre société est aussi un attelage, que le cheval noir aujourd'hui au niveau de l'organisation de notre alimentation, c'est ceux qui voudraient mettre l'ANSES sous contrôle d'industriels ou de producteurs. C'est comme croire que la vérité changera si on ne la regarde pas en face. C'est ceux qui s'attaquent à l'OFB. Ça, c'est le cheval noir. C'est un truc, ça marche à court terme. D'ailleurs, c'est une très bonne démagogie politique. Mais à long terme, on va dans le mur. Ça prépare juste un cancer ou un Alzheimer ou un Parkinson, comme je disais, un peu plus rapide que sinon. Le cheval blanc, c'est quand une filière s'octroie, outre la production de son matériau, un objectif humain. Celui, par exemple, de parler de santé. Celui de parler d'avenir ou de durabilité. Les Bleu Blanc Cœur, à mon sens, c'est un exemple de ça. C'est un de nos chevaux blancs dans l'attelage sociétal. C'est
introduire l'homme et la valeur humaine, au fond, dans le produit. Et moi, je pense que Bleu Blanc Cœur fait partie de ces filières, de ces interlocuteurs qui sont exemplaires pour l'avenir. Et aujourd'hui, je suis désolé de devoir conclure négativement, mais aujourd'hui, le cheval blanc est en train de piétiner, est en train d'être piétiné par le cheval noir. Il va peut-être falloir se reprendre parce que c'est de la qualité de vie de nos vieux jours et de nos enfants dont on parle. Merci beaucoup. Bernard, tu veux Oui, rajouter juste, quelque chose? je me souviens, dans les années 60, au lendemain de la guerre, où il fallait encore assurer une alimentation minimum pour la majeure partie de la population, il y a un homme qui a eu une action décisive, c'est Edgar Pisani. Et Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture, a dit « Allez, on rase les haies, on fait du remembrement, on mécanise l'agriculture et le résultat a été ce que nous constatons aujourd'hui. » Or, avant son décès, j'ai eu l'occasion de revoir Pisani à plusieurs reprises. Nous avons discuté et il me dit « Je me suis foutu dedans. C'était une erreur profonde, mais maintenant c'est plus à moi de corriger le tir. Moi j'ai fait une connerie et maintenant c'est à vous, les plus jeunes, de prendre en charge cet héritage, mais de modifier cet héritage pour que votre action soit un meilleur héritage pour vos enfants. » Et là, je trouve que c'était de sa part une remise en cause qui était à la fois déchirante et pathétique, mais en même temps qui était lucide. Et voilà. Et il est encore temps. Et il est encore temps. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous allons conclure cette table ronde, chers amis. Vous l'avez compris, ne laissons pas piétiner le cheval blanc. Bon appétit et en Bleu Blanc Cœur. Ciao, ciao. Merci.